Nous allons commencer avec une courte présentation, une information sur l'association Vivere, à qui nous souhaitions donner la parole quelques instants. On enchaînera sur le cœur de la CIB, donc la défense de la défense, et puis nous reviendrons après la pause au mode amiable et alternatif de résolution des conflits. Voilà, l'ensemble des bénévoles de l'association Vivere, qui est née à Lausanne, adresse ses vifs remerciements aux généreux organisateurs. Nous adressons un salut particulier à Eli El-Kaïm, qui est non seulement un ambassadeur ardent et infatigable pour une meilleure justice, mais aussi un courageux, qu'on a vu venir se frotter à la dureté et à la dangerosité d'un de nos sites de travail en Afrique, où il a fait une évaluation de notre travail. Le bouclier et l'épée sont nécessaires pour la défense des droits de l'homme, notamment le premier de ces droits, le droit de vivre à l'abri de la persécution et de l'arbitraire. Sans la garantie de ce droit fondamental, tous les autres droits pâlissent et se vident de leur substance. Or, ce droit de vivre est tragiquement bafoué chaque jour, à chaque instant, sur chaque continent. L'action des appareils d'État est souvent insuffisante, voire même hostile dans certaines situations. Nous autres, de la société civile, on se doit de se mobiliser aux côtés et au soutien des animateurs de la justice. Le bouclier qui protège les innocents, l'épée qui fait reculer les abuseurs, l'avocate et l'avocat, défenseurs des droits de l'homme, incarnent tellement bien ce double outillage indispensable pour quiconque prétend promouvoir le développement humain. À sa très modeste mesure, notre mouvement, Vivere, mu uniquement par des bénévoles, agit sur le terrain en renfort d'équipes militantes locales, composées souvent de juristes, pour lutter contre l'impunité, pour assurer la défense légale de victimes du trafic d'êtres humains ou d'autres formes de crimes organisés. Ainsi, en Syrie, en République démocratique du Congo, à l'est de l'Ukraine et dans une demi-douzaine d'autres pays. Bernard Boiton va vous expliquer un volet particulier de notre travail qui s'arc-boute sur le droit afin de sauver des jeunes vies qui ne devraient pas être conduites à la potence. Bonjour, je vais vous donner quelques informations sur une des actions de Vivere qui consiste en une campagne pour l'abolition de la peine de mort et de la prison à vie pour les mineurs au moment des faits qui leur sont reprochés. La peine de mort est encore applicable dans 13 pays aux enfants âgés de moins de 18 ans au moment de leur crime. Ces pays ont tous ratifié la Convention des droits de l'enfant qui, dans son article 37, stipule que nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni la peine capitale, ni l'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération, ne doivent être prononcés pour des infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans. Tous les pays concernés ont ratifié cette convention dont je viens de vous lire l'article 37. Certains de ces 13 pays ne l'appliquent pas. Ils l'ont dans leur code, mais ne l'appliquent pas. D'autres légitiment l'application de cette peine par la prévalence de coutumes, de procédures religieuses sur le droit pénal, ce qui contredit aussi l'article 27 de la Convention sur le droit des traités de 1969, qui stipule en une phrase très simple et courte « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne
comme justifiant la non-exécution d'un traité. Quant à la peine d'emprisonnement à vie, elle est prévue explicitement ou non pour les moins de 18 ans dans plus de 65 pays encore, essentiellement des pays du common law, inspirés du droit du common law. Très peu de pays francophones, mais c'est quand même une réalité internationale. La peine d'emprisonnement à vie ne peut donc par principe être considérée comme rare ou exceptionnelle. Cet emprisonnement à vie peut être assorti d'une impossibilité de libération, mais peut aussi résulter de facto d'une indétermination dans la durée de la détention. Dans tous les cas, de quelque manière qu'on puisse prendre la question de l'emprisonnement à vie pour des mineurs au moment des faits, l'idée de prison à vie pour des actes commis par un mineur est un pur non-sens. Point final. Quand je dis point final, c'est que souvent on argumente, oui, mais prison à vie pour un mineur ne signifie strictement rien. Personne n'a commis un crime à 16 ans et encore en prison à 87 ans. Bon, c'est ridicule. Notre action, et je termine, notre action vise à intervenir auprès des pays, des organisations internationales, des spécialistes en justice des mineurs, pour obtenir cette abolition explicite dans les droits pénaux internationaux. Cette demande et cette campagne trouvent aussi leur légitimité dans l'action que nous menons et cherchons à développer en soutien à des avocats et des ONG nationales qui assurent le suivi et la défense de ces mineurs, soit que leurs crimes les menacent d'exécution capitale dès leur majorité. Il n'y a jamais d'exécution avant 18 ans. On attend toujours que ces personnes aient plus de 18 ans, soit détenus dans les couloirs de la mort, parfois pendant des années. Nos partenaires les soutiennent souvent de manière bénévole, dans des pays au contexte particulièrement difficile, y compris pour leur propre sécurité. Mais nous cherchons des fonds pour contribuer aux frais minimums de déplacement et de procédure. Il suffit parfois de peu pour sauver une vie. Nous souhaitons aussi pouvoir contribuer à la formation des acteurs policiers, sociaux et judiciaires pour le respect des normes internationales des droits de l'enfant que leurs pays ont ratifiées. Vivere tient un stand au sein de cette conférence internationale et nous sommes à la disposition de toutes celles et ceux qui seraient intéressés de mieux connaître et éventuellement de soutenir cette action. Je signale aussi que nous avons une pétition internationale que nous avons lancée pour nous adresser au Conseil des droits de l'homme. Cette pétition a, à ce jour, pratiquement 11 000 signatures. Vous avez le texte de la pétition sur la table de notre association. Merci infiniment pour votre accueil. Bonjour tout le monde. Comme annoncé, nous prenons la parole ce matin pour parler de défense de la défense. Je m'appelle Alioune Badara Fall, je suis ancien bâtonnier du Sénégal et j'ai la chance d'avoir la double casquette aussi de pouvoir me présenter qualité de secrétaire général adjoint de la CIB. Vous comprendrez alors que, comme ont eu à le faire mes prédécesseurs qui ont eu la chance de prendre la parole, eh bien que je m'empresse d'adresser mes vifs remerciements au bâtonnier Eli El-Kaïm et à son équipe, à l'équipe d'organisation de la CIB, les inlassables qui nous ont permis de bénéficier de cet accueil et de la qualité des travaux qui ont démarré depuis hier. Cela dit, voici donc venu le moment consacré à la défense de la défense. Une plante très en honneur dans le jardin de la CIB, que nous animons le bâtonnier Yves Ochensky, ici présent, mon frère siamois, comme on nous appelle très souvent, et moi-même. Ce n'est pas un temps de discours. Il est plutôt d'information, de réflexion et de décision. La parole est à l'Assemblée, pas à nous.
pour que se réalise la mission première de la CIB, dont l'objet est de réunir des barreaux libres et indépendants. Il est de notoriété en son sein que la solidarité entre les barreaux, dans le respect de leur indépendance, que nous devons défendre ensemble, notamment par la défense de la défense, la promotion de l'état de droit, des droits de l'homme et la bonne gouvernance, résume parfaitement la vocation. Au quotidien et partout dans le monde, des avocats sont poursuivis, malmenés et même exécutés pour avoir opposé, dans l'exercice de notre métier, une farouche résistance à la dictature sous toutes ses formes, par une exigence du respect de tous les droits. Organisons la résistance pour le triomphe du droit et par la protection de notre armée du droit, de mieux en mieux à chaque escale du navire de la CIB. Hier, nous avons suivi avec grand intérêt les discours de nos brillants présidents, les bâtonniers Stanley Gaston et Jackson Kamga. Nous les en félicitons et sommes tout aussi préoccupés par la question de la délivrance des visas. C'est aussi relatif à la défense de la défense. Comme proposé par ce monument de la défense, j'ai nommé le professeur Badinter. Le manifeste de Lausanne pourrait être une solution. Je vous invite à la réflexion. Pour l'instant, je passe la parole au bâtonnier Yves Oschenski, qui vous parlera des modalités pratiques de la tenue de l'instance. Je vous remercie. Nous sommes au cœur de la CIB, au cœur des objectifs de la CIB, la défense de la défense qui constitue toujours une session de nos congrès, mais qui s'exerce au long de l'année à travers les organes de la CIB. Pour que cette défense de la défense soit plus efficace et plus effective encore, lors du conseil d'administration qui s'est tenu à Paris au mois de mai 2018, il a été décidé la constitution d'une commission défense de la défense qui est animée par mon ami le bâtonnier Fall et moi-même, et au sein de laquelle font partie le bâtonnier Luc Adjé de Côte d'Ivoire, Martin Pradel de Paris, Richard Sédio, Rachid Ouali, qui est un avocat du barreau d'Alger qui malheureusement ne nous a pas rejoints aujourd'hui à ce congrès. Et donc, au long de l'année, nous avons porté notre action et nos interrogations au sujet de toute une série de situations qui vous seront exposées aujourd'hui si les orateurs pressentis pour nous parler de ces cas arrivent entre-temps. Et comme vous l'a dit le bâtonnier Fall, c'est la salle qui a la parole libre, c'est comme ça que s'intitule cette session, parole libre, défense de la défense. Donc si vous avez une situation à dénoncer et à partager, vous êtes vraiment invité à venir nous l'exposer à la tribune, comme ça la salle vous verra et vous entendra bien. Nous avons eu un certain nombre déjà de demandes et je vais commencer par appeler ces demandes et ces orateurs. En premier lieu, je voudrais donner la parole à Maître Vincent Fiola, qui est donc le président d'Avocats sans frontières France, qui va nous entretenir d'une situation qui dépasse nos membres, mais la défense de la défense est évidemment universelle et le cas qu'il va nous exposer qui concerne le Pakistan est un cas très emblématique et dont nous devons parler. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, merci infiniment, messieurs les bâtonniers Oschinski, monsieur le bâtonnier Fall, monsieur le président El Kaïm,
Mes chers confrères, merci de nous accueillir ici, de nous laisser cette parole libre, comme vous le dites. Nous y sommes très sensibles. Avocats sans frontières France, c'est une ONG de défense des droits de l'homme qui existe depuis plus de 20 ans maintenant et qui a pour mission principale, d'abord d'une première part, de porter des projets de renforcement de capacité des acteurs de la chaîne pénale, mais également de porter des activités de défense de la défense. Et nous sommes très sensibles à cette invitation parce qu'Avocats sans frontières est né dans la CIB. Au sein de la CIB, il y a plus de 20 ans, et porté par notre très regretté confrère Mario Stasi, à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Donc c'est toujours un plaisir pour nous, un honneur pour nous d'être invités au congrès annuel de la CIB et de pouvoir avoir un temps de parole pour présenter soit nos activités, soit des cas sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'avais prévu de vous parler de toute autre chose, de vous parler de nous principalement, mais les circonstances m'amènent à changer mon discours et à alerter votre attention sur le cas d'un de nos confrères, maître Saïf Ul-Malok, qui est un confrère pakistanais et qui est l'avocat d'Asia Bibi, dont vous avez probablement tous déjà entendu parler. Asia Bibi est une jeune femme pakistanaise qui a été condamnée en 2009 à la peine de mort pour blasphème au Pakistan sur le fondement de l'article 295 du Code pénal pakistanais, dont je ne résiste pas à vous faire lecture. Cet article dispose que toute remarque dérogatoire vis-à-vis du prophète sacré à l'écrit ou à l'oral, ou par représentation visible, ou toute imputation ou insinuation directe ou indirecte, sera punie de la mort ou de l'emprisonnement à vie et aussi passible d'une amende. Sur ce fondement-là, et sur la base d'un dossier lacunaire, totalement instruit à charge, cette jeune femme avait été condamnée à mort en 2009. Et c'est grâce à un travail judiciaire de longue haleine, acharné, que notre confrère Al-Mulok a réussi à obtenir son acquittement le 31 octobre dernier, devant la Cour suprême. Ce confrère avait déjà, par le passé, en 2012, été impliqué dans le procès de Mumtaz Kadri qui était l'assassin de Salman Taseer, le gouverneur de la province du Pendjab. Ce gouverneur avait été assassiné en raison de sa prise de position en faveur d'Asia Bibi et également de ses prises de position très critiques sur la loi relative à la condamnation du blasphème que je viens de vous citer. Et à cette époque, en 2012, notre confrère officiait comme procureur de la République parce que c'est une possibilité qui est donnée en droit pakistanais d'être nommé spécialement sur une affaire procureur. Et comme personne ne voulait endosser la responsabilité des poursuites de l'action publique dans cette affaire, lui l'avait assumé. Et depuis 2012, il est régulièrement menacé de mort dans son pays et sous protection policière. Le 31 octobre dernier, il apprend l'acquittement de sa cliente, Asia Bibi. Il se rend au tribunal, à la Cour suprême, pour récupérer le délibéré. Et à la sortie de la Cour suprême, il est accueilli par 3 agents de sécurité qui lui expliquent qu'il faut absolument qu'il soit mis en sécurité parce que sa vie est en danger. De très éminents représentants politiques du parti islamiste pakistanais, le PLT, ayant appelé à son lynchage, à lui et à sa famille. Il est donc exfiltré de la Cour suprême le jour même, à la sortie, amené contre son gré au sein de l'ambassade de France, où il restera pendant 3 jours avant de pouvoir quitter le pays et être accueilli en Hollande, grâce à la délivrance d'un visa par le gouvernement italien d'abord, un visa Schengen. Notre confrère est donc sur le sol européen depuis plusieurs semaines. Son combat, l'exercice de son métier, lui a coûté sa robe, lui a coûté son cabinet, l'a éloigné de plusieurs milliers de kilomètres de sa famille. Il ne peut plus, ou en tout cas n'a plus de perspective d'avenir dans son pays. Il est matériellement dans une situation très pénible. Sa famille est en danger, sous protection policière. Et tout cela parce qu'il a fait ce que d'aucuns d'entre nous font au quotidien, son métier d'avocat. La rencontre avec ce confrère que nous assistons depuis plusieurs semaines avec Avocats sans frontières et d'autres, notamment l'Observatoire international des avocats en danger, et je remercie Richard Cédillo qui doit être quelque part dans la salle pour son aide et son soutien déterminé à notre confrère, également l'ONG SOS Chrétiens d'Orient, également notre confrère François Imré du barreau de Paris. Nous sommes tous collectivement mobilisés pour soutenir Saïf, qui encore une fois a tout perdu, a besoin de notre aide. La situation de Saïf aujourd'hui, elle est la suivante. Matériellement, il a quitté le Pakistan avec
une chemise et un pantalon. Il ne peut plus exercer son métier pour l'instant. Il est temporairement en Hollande, mais il souhaiterait pouvoir s'installer dans un pays de tradition juridique et linguistique anglophone. Et c'est pour ça qu'il a besoin de notre soutien, un soutien matériel d'abord, un soutien administratif et juridique ensuite, pour pouvoir tenter d'être régularisé en Angleterre, ce que nous essayons de faire. Et enfin, un soutien politique, parce que notre confrère a 37 ans de barre, il a porté de beaux combats, il a fait acquitter une femme qui était poursuivie de peine de mort, il est aujourd'hui lui aussi menacé de mort et il a besoin de sentir que la profession se mobilise à ses côtés. Et c'est pourquoi je me suis permis d'orienter mon propos aujourd'hui vers lui pour vous inviter tous, vous autres, comme monsieur le représentant de l'organisation Vivere nous l'a demandé tout à l'heure, à sortir vos boucliers. Il est temps de sortir vos boucliers. Au soutien de Saïf Al-Moulok, je répète encore une fois son nom, je vous demande donc tous instamment, autant que vous le pouvez, d'afficher votre soutien, celui de votre barreau, celui de votre ordre, celui de votre cabinet, ou simplement votre soutien à titre individuel parce qu'il en a grandement besoin. Et je crois que c'est le rôle principal de la CIB que d'intervenir dans ce genre de cas et de mobiliser la profession où qu'elle se trouve, dans tous les bureaux, tous les barreaux de tradition francophone et tous les confrères de l'espace francophone réunis aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus et je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup. Ceux qui connaissent la CIB savent que lors de l'Assemblée générale qui se tient en fin de congrès, nous adoptons habituellement des résolutions et nous pourrons assurément, en concertation avec vous, Maître Fiola, rédiger une résolution en faveur de cet avocat pakistanais que nous soumettrons alors à votre Assemblée. Maître Pradel. Non, je me lève tout de suite pour prendre la parole parce que je voulais rebondir sur ce qui a été dit excellemment à l'instant. Il y a la situation d'un homme qui est l'avocat d'Asia Bibi. Il y a la situation des parlementaires qui ont pris la parole ou des hommes politiques qui ont pris la parole pour elle et qui l'ont payé de leur vie. Et il y en a deux. Vous avez mentionné, si je ne m'abuse pas, un gouverneur du Punjab, mais il y a aussi le ministre de la Justice du Punjab qui a été assassiné dans la même période. Et puis, il y a des personnes que nous ne devons pas oublier et qui sont aussi menacées, ce sont les magistrats. Parce que bien sûr, notre confrère Al-Moulok a obtenu l'acquittement d'Asia Bibi, mais il y a aussi des magistrats qui ont acquitté Asia Bibi. Et ces hommes, puisque ce sont des hommes, ces hommes sont aujourd'hui aussi menacés. Le parquet, finalement, a exercé une voie de recours sur l'acquittement d'Asia Bibi. Donc c'est une affaire qui va être à nouveau jugée. Et la pression sur les magistrats qui vont avoir à juger cette affaire à nouveau va être écrasante. Donc je pense que si nous devons prendre une position, il faut que nous le fassions avec beaucoup de fermeté pour notre confrère Al-Moulok. Mais je pense qu'il faut aussi que nous sachions, quand cela est nécessaire, prendre la parole pour les magistrats qui sont aussi dans la difficulté au cas concret. Donc nous préparons une résolution, peut-être ensemble avec Maître Fiola et Maître Pradel. Je voudrais appeler à la tribune Maître Saskia Ditisheim qui a demandé la parole et qui va aussi nous entretenir dans le cadre de l'universalité de la défense de la situation en Turquie qui a déjà été évoquée notamment par Robert Badinter. Bonjour à tous, merci Monsieur le bâtonnier. Je mets ce bonnet qui pour moi est le symbole de la CIB de cette année et qui représente peut-être l'appel de Monsieur Badinter à ce manifeste que j'espère nous prendrons et que nous réaliserons ces prochaines années aussi. Et
On a parlé des... Parce que les paroles, c'est bien, mais il faut les actes, il faut aller sur le terrain, il faut se battre pour nos confrères qui sont prisonniers et pour les magistrats également. 1486, c'est le nombre d'avocats poursuivis en Turquie. Ce chiffre a été évoqué hier par M. Badinter. La CIB, par certains de ses membres, notamment Martin Pradel, sont allés en Turquie soutenir nos confrères. Et c'est donc une préoccupation constante de la CIB. Les magistrats ne sont également pas épargnés et c'est toute la justice turque qui, depuis le putsch raté de l'été 2016, est en danger. L'année dernière, à Port-au-Prince, je vous parlais de maître Taner Kilic, président d'Amnesty International, qu'Avocats sans frontières suisse, que je préside, suit depuis son incarcération le 6 juin 2017. Il a été arrêté avec 10 autres militants alors qu'il participait à un atelier sur les droits de l'homme. 8 ont été détenus pendant près de 4 mois avant d'être libérés. Toutes ces personnes sont inculpées d'appartenance à une organisation terroriste, une allégation sans aucun fondement. La principale accusation à l'encontre de Maître Kilic est l'utilisation présumée d'une application de messagerie, Bylock, présentée par les autorités comme utilisée par les responsables du coup d'État avorté. 2 expertises ont confirmé que Taner Kilic n'avait jamais téléchargé cette application. De toute manière, on comprend bien que c'est politique et combien même il avait téléchargé cette application, ça n'en ferait pas de lui un terroriste. Plus sournoisement, l'accusation sous-entend que Taner Kilic utilise son travail pour Amnesty International comme paravent pour dissimuler son activité auprès de l'organisation terroriste. Après 14 mois derrière les barreaux, Taner Kilic a été libéré en septembre dernier. Mais les charges sont maintenues et une audience a eu lieu le 7 novembre dernier, durant laquelle le juge a simplement dit que le rapport de police sur le téléphone de Taner n'était pas disponible et a ajourné l'audience à mars 2019. La situation reste alarmante. Taner a toujours son passeport confisqué, il ne peut pas voyager à l'étranger. Il va essayer de recréer une activité d'avocat et s'il est condamné, il pourra oublier d'exercer son activité d'avocat. J'espère que l'année prochaine, j'aurai des nouvelles plus réjouissantes à vous communiquer sur non seulement Taner Kilic, mais sur les autres avocats turcs. Et je demande aussi à la CIB de se mobiliser pour la situation turque. J'aimerais maintenant vous parler de maître Lydiane Eyoum, qui est aujourd'hui parmi nous. Il y a 4 ans exactement, dans le même espace de parole qu'aujourd'hui, à Dakar, j'avais évoqué le cas de notre consoeur Lydiane Eyoum, avocate au barreau du Cameroun. Incarcérée depuis janvier 2010 dans le cadre de l'opération Épervier, soit une opération judiciaire camerounaise s'inscrivant dans le cadre de la lutte anti-corruption dont elle était une cible très indirecte, Lydiane croupissait dans la prison insalubre de Kondengui à Yaoundé. Les mots ne peuvent décrire le bruit incessant, assourdissant, intenable, les odeurs à en vomir, surtout aux heures où les seaux des latrines étaient déversés dans les caniveaux. Sans parler des cellules surpeuplées où cohabitaient cafards et souris qui venaient lui mordiller les doigts de pied la nuit. Elle était aussi la cible de ces co-détenus qui la frappaient, la houspillaient, et elle a pu, en fin de détention, partager une cellule avec une seule autre personne. J'allais très souvent à cette époque au Cameroun pour mes activités pour Avocats sans frontières suisses et à Kondengui plus particulièrement. Et j'allais à chaque fois lui rendre visite. À chaque visite, Lydiane était impeccablement vêtue, maquillée, faisait 10 ans de moins que son âge. Les vieilles harpies disaient d'elle qu'elle avait fait un lifting à Kondengui.
Il n'y avait pas que les langues de vipère à l'extérieur de Kondengui. Il fallait savoir manœuvrer avec un art élevé d'entre-gens dans le climat hostile de cette prison exacerbée par la surpopulation, la détresse, la pauvreté et les maladies. Il fallait pouvoir discerner entre les amis et les ennemis. Il y avait un savoir-faire certain pour ne pas être dénoncé par les gardiens, surtout en ce qui concernait l'utilisation interdite des téléphones portables. Son téléphone portable, comme d'autres détenus, d'ailleurs, était son lien avec l'extérieur et son outil de travail. Car Lydiane travaillait jour et nuit pour prouver son innocence. Elle a écrit des mémoires de plus de 50 pages avec son iPhone. Je lui avais bien apporté, outre du chocolat suisse, qui était son carburant, un livre de Max Lob, cet auteur camerounais qui vit en Suisse. Mais elle me disait « Non, je n'ai pas le temps. Plus tard, quand je serai libre. » La liberté, elle en rêvait, nous en rêvions tous, notamment Richard Sedillo, je ne sais pas s'il est arrivé, qui, pour ses activités aussi, allait la voir régulièrement au Cameroun. On oscillait entre la certitude et le doute absolu, comme ce soir-là à Dakar, alors que je lui détaillais par le menu, par WhatsApp, la réaction des participants lors de la diffusion d'un petit film du barreau des Hauts-de-Seine à son sujet et qui la soutenait. Nous avons été prises par l'émotion, elle dans sa cellule minable et moi dans cette suite démesurée du King Fahd Hotel à Dakar. Le 26 septembre 2014, Lydiane est condamnée à 25 ans d'emprisonnement par le tribunal criminel spécial. Ce jour-là, par hasard, la présidente de la Suisse se trouve à Yaoundé en visite officielle. Madame Simonetta Sommaruga s'émeut de la situation de Lydiane. Elle se trouve alors avec l'ambassadeur suisse, M. Paul Biya, président du Cameroun, ainsi que Laurent Esso, le ministre de la Justice. Elle veut visiter Kondengui, elle veut voir Lydiane. Elle fait un grand sourire au président Paul Biya, qui dit oui alors que le ministre de la Justice s'agite derrière et dit non, 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 non. Mais oui, Madame Simonetta Sommaruga se rend avec la délégation camerounaise et le président Paul Biya un dimanche 28 septembre 2014 à la prison de Kondengui. Lydiane a bien réalisé une agitation toute particulière, que la cour était balayée bien plus que d'habitude, que les détenus étaient entassés dans une annexe, mais elle n'en savait pas plus. Elle était dans sa cellule avec sa codétenue, enfermée à double tour par cette agitation soudaine quand on a frappé à sa porte. Longuement, très longuement, la présidente de la Suisse frappait à sa cellule et Lydiane était terrorisée. Elle n'ouvrait pas. Elle pensait que, vu sa condamnation, on voulait l'emmener ailleurs. Elle se remémorait ces moments où elle avait été arrêtée et que 30 ou 50 policiers armés jusqu'aux dents étaient venus l'arrêter. Madame Simonetta Sommaruga s'en est allée de la prison de Kondengui, apprenant par la suite la présence bienveillante de la présidente de la Confédération. Elle pleura toutes les larmes de son corps, car elle savait, et j'en étais convaincue aussi, que si Madame Sommaruga avait pu parler avec Lydiane, elle ne l'aurait pas laissée à Kondengui. Le chapitre suisse se referme. Malheureusement, on m'a fait comprendre que pour des raisons politiques, la Suisse ne pouvait pas s'engager plus en avant de peur de marcher sur les plates-bandes de la diplomatie française, Lydiane étant mariée avec un Français et ayant la nationalité française. Le 9 juin 2015 a lieu l'audience à la Cour suprême camerounaise. Je devais m'y rendre pour la défendre, mais l'avis d'audience a été notifié 5 jours avant l'audience, ceci
en violation flagrante du Code de procédure pénale camerounaise. La peine de 25 ans d'emprisonnement a été confirmée le 9 juin 2015. Quelques jours après, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui avait été saisi par la Fédération internationale des droits de l'homme, dénonçait une détention illégale et arbitraire. C'est un peu la descente aux enfers. Lydienne ne va pas bien. Et à cette période aussi, c'était au mois de juillet 2015, M. Hollande se rend en visite express, c'était juste quelques heures, à Yaoundé. Il parle du cas de Lydienne et suite à une conférence de presse et une question posée par un journaliste, Paul Biya promet de faire quelque chose dans la mesure où la Constitution le lui permet. On attend tous alors qu'elle soit graciée. Mais Lydienne ne va pas bien. Elle a des idées obsessionnelles. J'ai peur qu'elle décompense et qu'elle sombre dans la folie. J'en ouvre à l'ambassadeur de France, ambassadrice de France à Yaoundé. Et peu à peu, les choses bougent. Le 4 juillet 2016, une remise totale de la peine restante à purger est accordée par Paul Biya dans un décret présidentiel. Elle est libérée au milieu de la nuit et exfiltrée près de l'ambassade de France. Sa liberté, elle la doit d'abord à sa ténacité, à son intelligence, à sa force de caractère, qui lui ont permis de mobiliser de très nombreux confrères et barreaux, à déclencher cette fameuse solidarité internationale. Et on a envie de dire que cette solidarité internationale doit être plus spontanée. Mais le combat n'est pas terminé pour Lydienne. Lydienne veut obtenir sa réhabilitation, elle qui n'a cessé de clamer son innocence. On en a parlé hier, la justice transitionnelle. C'est non seulement une réparation financière, ça vient bien au-delà. Pour Lydienne, c'est reconnaître son innocence. Sous la houlette de Richard Sédillo, Lydienne a fait l'objet de nombreuses résolutions lors des congrès de la CIB. Le dernier en date a été pris à Port-au-Prince, à Haïti, la félicitant pour son admission à la Cour d'appel de Paris. La CIB est fière aujourd'hui d'accueillir maître Lydienne Eyoum. C'est un honneur et une grande émotion de l'avoir parmi nous, et je vous demande de lui rendre hommage et de l'applaudir chaleureusement. Mes chers confrères, c'est une grande émotion et un insigne honneur que vous me faites une fois de plus aujourd'hui dans cette belle assemblée où chaque fois que vous avez prononcé mon nom du fond de cette prison, ça a été une énergie incroyable pour continuer la lutte. Tout ce que je voudrais vous dire, parce que je perds mes mots, je ne sais pas, je ne m'attendais même pas à me retrouver là aujourd'hui. Tout ce que je voudrais vous dire, c'est que, au nom de tous les confrères qui sont enfermés, qui sont menacés, comme je l'ai été, comme je me suis retrouvée pendant de janvier 2010 à 2016, dans le calendrier IDAE, des avocats en danger dans le monde. Et comme il y en a encore de nombreux dans les geôles de tous les pays du monde en danger,
je voudrais ici me faire le porte-parole et vous dire, quand vous parlez, quand vous prononcez leur nom, faites-le spontanément, faites-le très fort. Ne croyez pas que ça n'a pas d'effet, ne croyez pas que ce ne sont que des résolutions. Ça nous sauve la vie, parce que c'est comme ça qu'on se sent fier d'appartenir à cette grande famille, d'être avocate. Et c'est tout cela qui m'a poussée, une fois que je suis sortie de prison, que j'ai été libérée de cette prison, à me dire, même si je ne peux pas pour l'instant retourner au Cameroun, parce que c'est ce que m'ont demandé les autorités françaises, parce que ma sécurité n'est pas encore garantie, alors que j'ai ma famille, j'ai mon cabinet, j'ai plein de gens qui comptent sur moi, qui ont compté sur moi, et pour qui je n'ai pas été là. Mais heureusement, j'ai une famille en France aussi. C'est toujours bien d'avoir des familles un peu partout. Et ma famille en France me couvre d'amour, me protège. Le barreau de Paris m'a ouvert ses bras. Le barreau des Hauts-de-Seine m'a reçu somptueusement. Tous les avocats du monde m'ont dit leur amour. Et moi, je voudrais vous dire, dites leur nom, prononcez leur nom. Faites en sorte qu'ils sachent que vous prononcez leur nom. Parce que ça leur sauve la vie, ça nous sauve la vie, ça nous permet de tenir. Ça nous donne la fierté d'être avocat, de ne jamais l'oublier. Parce que moi, je n'ai jamais oublié du premier jour au dernier que j'étais avocate. Et j'avais un rituel dans cette prison. Chaque fois qu'on m'appelait n'importe comment par mon nom, je disais, soit vous m'appelez madame, soit vous dites maître, simplement. Et... Merci. Et même les gardiens de prison, à un moment donné, se sont mis à m'appeler maître. Et ça, c'est une grande victoire. Alors, pensons à nos confrères, ne les oublions jamais. Vous le faites très bien, mais criez encore plus fort, dites-le plus fort, envoyez des messages aux autorités de ces pays-là, ça compte. Et faites en sorte que la presse relaie vos résolutions, ça compte. Même si vous avez l'impression que ce n'est qu'une goutte d'eau, c'est énorme. Merci. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci. Alors voilà, c'est comme ça. Nous l'avons dit, répété, très souvent. Il y a des moments d'émotion à la CIB. Parce que c'est le moment de la défense de la défense. C'est l'âme de la CIB et elle vient de le rappeler. Et à l'occasion, en retour, nous vous dirons également que vous êtes un exemple. Parce que la fierté de la CIB, c'est d'avoir des confrères aussi courageux, aussi déterminés, aussi engagés. Personne n'avait souhaité, dans l'exercice de cette profession, que vous soyez poursuivis, malmenés, comme cela a été fait. Mais vous venez de le dire, le plus important, c'est que nous restions ensemble, soudés, qu'il y ait de la solidarité et de la détermination aussi à défendre les avocats inquiétés à tort, toujours presque à tort, dans l'exercice de leur profession. Nous vous remercions de cette intervention et vous encourageons à toujours rester l'exemple que vous êtes au sein de la CIB. Tantôt, je le disais dans mon propos introductif, la CIB, c'est la défense de la défense, et l'objet de la CIB, rappelons-le aussi, c'est de réunir des barreaux libres et indépendants, dont les organes sont choisis par les membres, librement aussi, et en toute indépendance. Il arrive souvent que les barreaux soient agressés. Ce fut le cas du Gabon. Et nous avons l'honneur de recevoir aussi le bâtonnier du Gabon que nous demandons de bien vouloir venir nous expliquer les péripéties de cette affaire soumise à l'appréciation de la CIB au moment des faits et qui a connu un dénouement. Monsieur le bâtonnier, veuillez prendre le micro, s'il vous plaît. Je vous
Merci. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, c'est vrai, mais bon, mes chers confrères, les secrétaires généraux adjoints de la CIB ont voulu que je fasse un témoignage de ce que nous avons vécu au Gabon. J'avoue que je n'étais pas en prison comme Lydienne, mais il y a plusieurs types de prisons. Moi, j'ai refusé la prison de la peur, parce que j'estime que je défends des causes qui sont justes, et plusieurs confrères de mon barreau également. Mais nous sommes dans des pays où les pouvoirs sont durs, très proches de la dictature, et où l'exercice finalement de notre profession apparaît un peu problématique. Mais je n'ai pas eu que des difficultés à être élu bâtonnier. Il y a un parcours je pense qu'il me semble nécessaire de rappeler. En 2009, j'avais pris la défense d'un monsieur qui, au sortir des élections présidentielles au Gabon, disait avoir remporté l'élection présidentielle face au fils Bongo, l'actuel président du Gabon. C'est des procès qui sont, je dois vous le dire, très très difficiles. Le décorum vous donne une idée de ce que ça peut être que de plaider face à un président de la République qui se dit élu. J'ai été devant la Cour constitutionnelle la première fois de ma vie contrôlé, alors que j'allais déposer mon recours contre cette élection présidentielle qui venait de se dérouler. La Cour constitutionnelle était remplie de chars. Je me suis fait accompagner, je dois vous avouer, mes chers confrères, par un monsieur de la sécurité rapproché de mon client. Parce que mon client me disait, maître, allez-y déposer ce recours, mais je préfère que vous vous fassiez accompagner par mon agent de sécurité, parce que vous pouvez à tout moment risquer de se faire abattre. Je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru, parce que moi je suis avocat, je suis libre, j'estime que je n'ai pas besoin d'avoir peur, surtout pas lorsqu'il faut aller déposer qu'un simple recours. Effectivement, nous sommes arrivés devant la Cour constitutionnelle avec plein de chars partout. Et le greffier en chef de la dite cour me disait d'ailleurs à ce sujet, maître, nous ne savons pas si les chars qui sont dans la cour de la Cour constitutionnelle sont pour assurer notre sécurité ou alors c'est pour nous tirer dessus au cas où une décision contraire serait rendue donc contre les intérêts du président de la République. Nous avons fait ce procès avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Les confrères gabonais qui sont dans la salle le savent. Et ça m'a valu d'être considéré comme un opposant. Et pourtant, je n'étais pas. Je ne suis qu'un avocat, je défends des causes. Ensuite, plusieurs dossiers m'ont été confiés par des opposants qui considéraient tout simplement qu'on était dans un barreau où finalement quelques confrères avaient peur de prendre des causes qui pourraient les exposer à des représailles du pouvoir. J'ai donc défendu, après un évêque, homme politique, à la suite d'une marche qui avait mal tourné. Là aussi, c'est pareil, vous arrivez devant un tribunal correctionnel, le palais de justice est quadrillé de bérets rouges, vous êtes contrôlé systématiquement, vous êtes fouillé et tout ce décorum fait peur. Et c'est là que l'avocat doit montrer qu'il est déterminé, engagé.
J'ai ensuite pris la défense, plusieurs années après, en 2016, d'un autre monsieur, candidat à une élection présidentielle, et qui avait fait une procédure pour faire déclarer le fils Bongo inéligible, parce que, disait-il, qu'il avait un problème de filiation. Voyez-vous, c'est des dossiers qui sont très difficiles. Parce que vous vous attaquez à un chef d'État en place, avec grand P. L'armée, la sécurité, les renseignements, tout le monde vous observe. C'est pareil, c'est aussi des dossiers dans lesquels vous savez que les dés sont pipés d'avance, mais vous faites votre part. Très mauvais procès, j'avoue. Très mauvais procès pour dire que Ali Bongo ne doit pas être candidat à cette élection présidentielle parce que pour certains, il n'est pas gabonais, pour d'autres, il a une filiation en tout cas douteuse. J'ai mené ce combat jusqu'au bout. Ensuite arrive le contentieux des candidatures. Là encore, il y a un monsieur qui s'appelle Ping, qui est candidat et qui décide également de barrer la route à Ali Bongo. Un autre contentieux. Je passe. Il y en a eu d'autres. Plusieurs procès contre les opposants que j'avais décidé de défendre parce que plusieurs confrères ne pouvaient pas prendre ces affaires, craignant pour leur vie. Alors, comment est-ce que celui qui défend les opposants peut décider de vouloir briguer le bâtonnat dans des petits pays comme le Gabon? C'était cela la question. Et donc, une machine se met en place pour tout faire pour que je ne sois pas élu bâtonnier. Pendant que je menais cette campagne auprès de mes confrères, je parlais d'une seule chose. Indépendance de l'avocat pour une indépendance de notre jeune barreau. C'était cela le maître mot. Si vous n'êtes pas libre, disais-je, votre barreau ne sera jamais libre un jour. Il sera contrôlé par d'autres personnes. Et je pense que tout l'honneur revient à mes confrères du Gabon parce que ce message est très bien passé. Et j'ai été élu bâtonnier, donc au mois de mars 2018, j'ai envie de dire à la surprise générale pour ceux qui observaient cette élection de loin. Comment faire pour plier ce monsieur qui a fini par devenir bâtonnier, puisque nous ne le contrôlons pas. On disait que j'étais libre, pas du tout malléable, et donc je ne pourrais pas être un bon compagnon pour le pouvoir en place. En tout cas, j'avais toutes ces informations qui me parvenaient. Le Conseil de l'ordre qui avait été élu en même temps que moi-même avions commencé à travailler pour le bien de notre ordre. Lorsque, justement, je sortais du conseil d'administration de la CIB fin mai à Paris, j'apprends que mon élection a été annulée par le Conseil d'État. 2 jours avant cette décision du Conseil d'État, mon domicile a été visité par des gens très sérieux qui n'avaient rien pris, mais qui ont caché des choses et d'autres pour me montrer qu'ils étaient puissants, qu'ils pouvaient arriver chez moi, donc violer mon intimité. J'ai oublié de vous dire que en 2009, 2010, j'ai dû quitter mon domicile
pour les mêmes raisons de sécurité, j'ai quitté mon domicile pour aller habiter un appartement. Je n'ai jamais aimé les appartements. Un appartement qui était, on va dire, à 1 minute à pied de mon cabinet, pour me sécuriser. La sécurité commence par soi-même. Là, ils sont arrivés donc à mon domicile, ils ont cassé. 8 mois auparavant, c'était à mon cabinet. Je parle sous le contrôle de mon associé qui est dans la salle, qui est une femme brave et qui a souvent été pour moi le reflet de ce qu'on pouvait ressentir en termes de peur, parce que je voyais bien sur son visage quelquefois qu'elle était inquiète, mais elle savait que ma cause était juste. Ils ont donc également fait cette visite à mon cabinet, 4 bureaux d'avocats au premier étage, et le seul bureau qui a été visité, vandalisé, cassé, mis à sac, bien sûr, c'était le mien. Tout le reste était intact. Donc, des scènes d'intimidation, de brutalité. La police judiciaire est arrivée au cabinet, 8 policiers, faire une enquête, prélever des empreintes, dans un quartier chic, très très sécurisé, à côté de l'ambassade d'Arabie Saoudite, voisin immédiat d'une société de sécurité, derrière le siège du centre, on appelait la CENAP, le centre des élections, le bâtiment de l'agence de régulation des télécommunications, voyez-vous, donc dans une rue très 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 sécurisée où on avait des vidéos et tout qu'on pouvait avoir. Un ami de la Direction générale des recherches m'appellera pour me dire « Lubin, tu perds ton temps, tu ne trouveras rien dans cette enquête. On sait d'où ça vient. » Bien. Ça, c'est le parcours de l'avocat. Nous faisons naturellement le recours après cette annulation devant le même Conseil d'État. Les confrères du Conseil de l'Ordre, qui avaient également vu leur élection annulée, saisissent le Conseil d'État dans une procédure que tout le monde peut bien imaginer, simple, des tierces oppositions, parce qu'ils n'ont jamais été appelés ni entendus devant le juge. Et le Conseil d'État a simplement rejeté ces tierces oppositions, en estimant qu'ils ont une procédure spéciale qui consiste à recevoir des requêtes, les examiner et qui n'avait pas besoin d'entendre les parties. Les mêmes confrères ont saisi la Cour constitutionnelle par une question préjudicielle, demandant à la Cour de dire « Est-ce normal dans un pays qui se veut de droit qu'on refuse à une partie le droit de se faire entendre, en tout cas de se défendre ?» Et la Cour constitutionnelle rend une décision qui ne nous a pas du tout surpris. Nous savons comment ça fonctionne. Décision pour dire que oui, on peut vous refuser le droit de vous faire entendre, puisque cette question préjudicielle a été vidée. Il était donc question de nous renvoyer devant le Conseil d'État pour poursuivre donc notre procès. Lorsque le garde des Sceaux, ministre de la Justice de mon pays, m'a reçu pour me dire que la situation du barreau nous préoccupe, il faut faire quelque chose. Je lui ai dit, Monsieur le ministre, les avocats du Gabon sont libres de choisir leur bâtonnier. Ayez simplement un peu de respect pour ces dames et ces messieurs qui ont choisi
leurs bâtonniers et les membres de leur conseil de l'ordre. Et ils vous disent que ça ne changera pas. Ils veulent simplement que le vote soit respecté, c'est tout. Bon, vous avez compris, mes chers confrères, ça fait des tensions. Et le garde des Sceaux, une énième fois, me reçoit et je lui fais savoir, écoutez, monsieur le ministre, je vais repartir aux élections. Si ça peut arranger tout le monde, pour parler ainsi, nous repartirons aux élections. Je battrai campagne à nouveau, je parlerai à nouveau de l'indépendance de l'avocat, de l'indépendance de notre barreau qui doit s'affirmer. Et vous verrez que pour nous, ça ne changera rien du tout. On passera. J'ai dans cette salle un autre membre de mon conseil de l'ordre qui s'occupe des droits de l'homme qui m'a dit, bâtonnier, vous n'avez pas à vous inquiéter, les confrères sont avec vous, vous serez réélus. Le président de la République, saisi de ce dossier, bien sûr, a donné son point de vue au garde des Sceaux. Je préfère vous passer le détail. Mais nous sommes repartis donc aux élections et plusieurs candidatures ont été suscitées contre moi. Des confrères qui n'avaient jamais imaginé un jour prendre la tête du barreau, se sont exprimés disant qu'on leur avait demandé de récupérer la tête du barreau pour rassurer tout le monde, pour faire une espèce de transition. Je m'interrogeais, transition par rapport à quoi? J'ai bien compris que je suis le candidat qui gêne. Mais vous n'avez rien préparé pour prendre la tête du barreau, je disais à mes confrères qui ont fini, je dois vous le dire, chacun à son tour, finit par se désister. Je me suis retrouvé donc seul, candidat. Le bâtonnier intérimaire qui avait la charge d'organiser cette élection au bout de 2 mois, à la demande du Conseil d'État, 4 jours après qu'il eût été notifié de cette décision, saisira lui-même le Conseil d'État à nouveau pour déjà lui dire que 2 mois c'est insuffisant. Il me faut au moins 6 mois. Le Conseil d'État, bien sûr, rend une ordonnance d'une rapidité exceptionnelle. Nous nous demandions si c'était un référé, une ordonnance gracieuse, un contentieux. Enfin, une ordonnance a été rendue par le Conseil d'État, décidant donc dans les mêmes conditions, sans que nous ayons eu le temps d'être notifiés, entendus, auditionnés par le Conseil, ordonnance, donc prorogeant le mandat du bâtonnier intérimaire. Bref, à 2 jours des élections, le 13 octobre 2018, c'était un samedi, donc 2 jours des élections, le bâtonnier intérimaire nous écrit pour dire, écoutez, le dernier candidat qui s'est présenté vient de retirer sa candidature, Maître Toutoum sera donc le seul candidat et nous aurons élection samedi à 9h. Le 12 à 16h, donc on va dire à peu près 14-15 heures de la tenue de l'Assemblée générale élective, on nous notifie une autre ordonnance du Conseil d'État qui suspend la tenue de notre Assemblée générale au motif pris de ce que un confrère l'aurait saisi pour se plaindre de ceux qui n'avaient pas eu le temps de déposer sa candidature.
Alors, donc vous imaginez la colère des confrères qui, à ce moment précis, se rendent compte que d'autres personnes tiennent notre dossier et que nous aurons beaucoup de difficultés finalement à élire notre bâtonnier. Bien, le lendemain, samedi, le jour d'élection, plusieurs confrères se sont présentés et se sont exprimés en pleine assemblée pour dire « Nous allons élire notre bâtonnier aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin du Conseil d'État ni de personne. » Il a fallu, je dois vous le dire, un peu plus de sagesse. Moi, je leur ai demandé de ne pas tenir cette assemblée parce que nous devions rester légalistes. Et bien sûr qu'elle allait être attaquée et naturellement annulée. Le Conseil d'État nous reçoit donc le lundi, après lundi 15 octobre, en une audience donc initiée par ce confrère qui se plaignait, qui demandait le report de l'Assemblée générale. Nous avons plaidé tous, bien sûr. Plusieurs intervenants volontaires ont déposé leurs écritures et finalement, le même Conseil d'État, 3 jours après, a décidé de la tenue sans délai d'une nouvelle Assemblée générale pour que ces élections aient finalement lieu. Ces élections ont eu lieu dans une très très bonne ambiance quand même, j'avoue. Et j'ai donc été réélu bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon. Le message est simple. Je pense que si nous ne sommes pas libres, nous ne pouvons pas exercer notre profession. Un avocat doit être libre, un avocat doit être engagé, déterminé. C'est vrai que la peur fait partie de notre quotidien. Mais je dois vous dire, chacun de nous a son petit secret. Et le secret, c'est ce qui est incommunicable. Moi, le mien, c'est la drogue. Je suis drogué par l'adversité. Chaque fois que je trouve que c'est difficile, vous ne pouvez pas imaginer, chers confrères, ce que je vis. Je dis c'est incommunicable, mais c'est ça ma drogue. Et j'estime que c'est cette détermination, c'est ce courage qui fait l'avocat. C'est ce courage qui fait reculer toutes les barrières de la dictature, les barrières des violations des droits de l'homme. Et les avocats, c'est cela que nous devons faire tous les jours. Faire passer les messages. Lorsque j'ai été réélu, le ministre de l'Intérieur m'a appelé discrètement et m'a reçu. Je ne suis pas mon ami. Et il m'a dit, vous venez de nous montrer l'exemple de démocratie. Je lui ai dit, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez le dire plus haut devant la presse? Non, bien sûr. Mais il avait dit la vérité parce que nous sommes des humains. Il avait reconnu qu'on avait fait preuve de courage, de détermination. Et je pense que c'est cela l'essentiel. Il avait été envoyé, j'avais bien compris que c'était le grand oral. Il fallait savoir qui était devenu le nouveau bâtonnier, qu'est-ce qu'il pensait du pouvoir et tout le reste. Je lui ai dit que je suis avocat, c'est tout ce que je sais faire et je vais le demeurer. Voilà donc le témoignage que vous pouvez faire au sujet des difficultés que nous avons. Merci beaucoup, monsieur le bâtonnier. Vous êtes un exemple, monsieur le bâtonnier. La profession a besoin d'exemples comme le vôtre. Les avocats du monde que nous sommes vous remercient pour votre combat inlassable pour la liberté, pour l'indépendance, pour votre détermination.
Et vous savez que vous êtes ici entourés par le soutien et la solidarité des avocats du monde, de la CIB. Bravo et merci. Nous avons une demande d'un avocat haïtien que beaucoup d'entre nous connaissent, Maître Montferrier d'Orval, qui nous avait accueillis, qui avait été un grand organisateur du congrès qui s'était tenu à Port-au-Prince. Je lui donne la parole pour nous parler de l'arrêt de travail des avocats depuis octobre 2018. Merci. Avec l'autorisation du bâtonnier Gaston, je vais faire état de plusieurs cas, mais d'un cas particulier. Il y a eu 3 avocats qui ont été agressés par des policiers. Et suite aux agressions répétées de ces avocats, un autre avocat, il s'agit de Maître Élie Dieppe Augustin, qui a été physiquement agressé au parquet du tribunal premier instance de Port-au-Prince dans l'exercice de ses fonctions. Cette dernière agression physique a provoqué l'indignation des avocats du barreau de Port-au-Prince. Ainsi, plusieurs résolutions ont été prises. La première résolution date du 10 octobre 2018, demandant la mise en mouvement de l'action publique contre l'agresseur de Maître Élie Dieppe Augustin. Il s'agit en l'occurrence du directeur départemental de l'Ouest de la police nationale d'Haïti. Devant le silence des autorités publiques, une autre résolution a été prise. Encore, nous avons renouvelé la demande, la mise en mouvement de l'action publique contre le policier, le directeur départemental, et nous avons demandé aussi, nous n'avons pas encore demandé la démission du commissaire du gouvernement. Nous avons observé un arrêt de prestation judiciaire pour un temps déterminé. Malgré ces 2 résolutions, aucune action n'a été entreprise pour donner suite à notre résolution. C'est ainsi que, dans une assemblée générale du 26 octobre 2018, il a été décidé que on a demandé le départ du commissaire du gouvernement pour n'avoir pas assumé ses responsabilités. Ensuite, nous avons réitéré la demande de remplacement du directeur départemental de l'Ouest et sa mise en détention provisoire. Effectivement, jusqu'à présent, depuis le 26 octobre 2018, rien n'est fait, sauf que on a appris
par voie de presse que le directeur départemental a été, dans un premier temps, remplacé temporairement et puis maintenant remplacé définitivement. Mais l'Assemblée générale s'en tient à sa résolution demandant le départ du commissaire du gouvernement parce que les avocats du barreau de Port-au-Prince n'ont plus confiance en ce commissaire du gouvernement. Nous avons reçu le soutien du secrétaire général de la CIB, Maître Bernard Battier. Une lettre a été adressée en ce sens au président de la République. Jusqu'à présent, la situation reste bloquée. L'arrêt de prestation judiciaire est maintenu. Il y a certains avocats qui voudraient qu'on revienne sur cette décision. Mais il y va de la protection des avocats. On ne peut pas laisser impunis des agressions exercées sur les avocats. Il s'agit de protéger la profession et les avocats membres de la coopération. Nous espérons qu'au cours de cette assemblée, une résolution sera prise en vue de porter les autorités haïtiennes à faire droit à la demande des avocats de Port-au-Prince. Merci. Merci beaucoup. Nous préparerons également, avec votre aide, une résolution à soumettre vendredi. Nous avons aussi une demande de prise de parole de Maître Gervais Charles. Est-il là? Je vous remercie. Et mes premiers mots sont des mots de remerciement. Et c'est pour l'organisation pratiquement sans faute de ce 33e congrès de la CIB. Il y a des situations, si on ne les dénonce pas, cela constitue une faute. Et surtout, à partir de l'histoire de mon pays et de la lutte que nous avons menée pendant longtemps, et moi personnellement, au sein du comité spécial des Nations Unies contre l'apartheid, et enfin, avec la libération de Nelson Mandela, il y a eu un nouveau jour. Hier, j'ai été très étonné à l'occasion de l'atelier numéro 2 sur quel type de réparation pour les victimes de crimes de masse que M. Murad Akinsila ait déclaré que la situation en Afrique du Sud s'est tellement détériorée que certains sont nostalgiques de la période d'apartheid. Il y a des déclarations qui ne peuvent se faire et qui constituent pour nous tous une insulte grave qui demande des excuses. C'est pour cela que j'ai tenu à faire cette dénonciation et ce genre de comportement
est à même d'alimenter tous les mouvements d'extrême droite que nous assistons, qui reprennent de l'ampleur à l'heure actuelle. Je vous remercie et vous examinerez si dans ce cas, il serait nécessaire de dénoncer publiquement par une résolution ce genre de propos tout à fait inacceptable, surtout face à la grande majorité des participants. Et je souligne qu'il y a plus d'une centaine de participants qui viennent de mon pays. Je vous remercie. Merci. Merci de nous avoir informés de tout ce que nous n'aimons pas voir ni entendre. Et nous nous rapprocherons de vous, comme nous l'avons promis aux autres, pour discuter de la question et sûrement envisager la réaction appropriée. Alors, je voudrais maintenant appeler Maître Jean Sirina, avocat au barreau du Tchad, secrétaire adjoint de l'ordre, qui voudra bien venir nous parler de l'attaque du convoi au Tchad et sûrement profiter de l'occasion aussi pour dire 2 mots, puisque son bâtonnier n'est pas là, il est son représentant. Ça rassurerait bien que les gens entendent un peu quelle est la situation actuelle, parce que nous organisons bien entendu le prochain congrès au Tchad, et c'est bien que vous parliez de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur le bâtonnier. C'est un honneur pour moi et un privilège de prendre la parole à cette tribune devant tant de confrères pour parler et partager avec vous le cas du Tchad relativement au sujet de la défense de la défense. Mon bâtonnier étant empêché, juste un contretemps, il est en route. Je vais droit au but. En mai dernier, nous avons eu à gérer au Tchad un cas d'un confrère qui avait défendu son client, avait obtenu sa relaxe, et au moment d'aller rencontrer les autorités pénitentiaires pour libérer son client, il a essuyé des tirs à balles réelles nourris par 3 pick-up de forces de l'ordre. La scène s'est passée, pour ceux qui connaissent le Tchad, à Doba, c'est 600 km au sud de N'Djamena. Qu'est-ce qui va se passer? Le confrère avait son client qui était mis aux arrêts pour association de malfaiteurs. Il n'y avait pas de partie civile. Renvoi sur renvoi. La procédure a duré 6 mois. La partie poursuivante, le ministère public, avait renvoyé l'affaire en plaidoirie. Monsieur le gouverneur de la région du Logone oriental va passer un coup de fil à monsieur le procureur pour lui dire que vous ne pouvez pas vider cette affaire parce que le prévenu a fait tant de mal, dont je vous demande de surseoir. Le confrère avait plaidé son dossier et le dossier avait été mis en délibéré. Au bout du fil, monsieur le gouverneur avait demandé un rabat et à la date advenue, personne ne s'est présenté. Le tribunal donc a vidé par une relaxe. C'est au moment donc, comme je le disais tantôt, que
le confrère avait récupéré le client avec 2 membres de sa famille à partir de la maison d'arrêt, ils vont être surpris par 3 pick-up pleins de gendarmes qui vont leur sommer de s'arrêter. Il s'est arrêté et à son niveau, le chef descend et lui dit « Vous nous suivez ». Il a dit « Il n'y a pas de problème ». Une fois remonté à bord, il va dire à son chauffeur « Fonce droit au palais de justice, c'est une question de vie ou de mort ». Et quand ils se sont rendus compte que la voiture de l'avocat prenait le sens contraire, c'est les tirs qui ont commencé. Et ce, jusqu'au sein du palais de la justice, où justiciables et magistrats, c'était le sauve-qui-peut. Tout le monde s'est retrouvé au bureau du procureur et il y a eu un moment de tir, 15 minutes environ, et le confrère s'est réfugié là. Après la scène, il nous a saisis comme conseil de l'ordre. En ce moment-là, notre bâtonnier était à Yaoundé pour des soucis de santé. La responsabilité revenait donc à mon titulaire et moi-même comme secrétaire de l'ordre pour gérer cette affaire. Nous avons convoqué une assemblée générale pour ordonner la cessation de toute activité. Et nous avons appelé à une assemblée générale, et cette assemblée générale nous a mandatés pour que justice soit rendue à notre confrère. Nous avons déposé une plainte et quand nous avions cessé les activités, d'autres professions libérales vont nous exprimer leur solidarité, notamment les notaires et les huissiers. Donc, il n'y avait pas d'activité, que ce soit au niveau des notaires, des avocats ou des huissiers, c'était une paralysie totale. C'était également une chance ou une opportunité pour nous parce que le garde des Sceaux est un magistrat. Le conseiller du chef de l'État aux affaires juridiques, un confrère avocat, ils vont nous appeler. Nous avons posé un préalable. Tant que cette autorité, nous l'apprendrons donc plus tard que les ordres venaient donc de ce gouverneur qui n'a pas eu la possibilité de se présenter au procès. Et c'est lui qui avait donc ordonné à ces hommes en treillis-là de tirer sur la voiture de l'avocat. Nous avons donc posé un préalable. Tant que celui-là n'est pas traduit en justice pour répondre de ces actes, nous ne pouvons pas reprendre les activités. Plusieurs fois, le garde des Sceaux nous a reçus, le conseiller du chef de l'État aux affaires juridiques également, le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense. Une mission a été dépêchée sur les lieux avec un rapport qui a été transmis au chef de l'État avec des résolutions. Entre autres, traduire les autorités militaires et monsieur le gouverneur en justice et ils nous ont présenté les annotations du premier magistrat qui a dit « exécution immédiate des résolutions ». Ils nous ont rappelé pour dire qu'au plus haut niveau, vous êtes écoutés, donc reprenez les activités. Nous avons dit il est hors de question qu'on reprenne. Ainsi donc, monsieur le gouverneur a été relevé de ses fonctions, traduit en justice, ainsi que les autorités militaires. Nous avons personnellement été parmi ceux-là qui ont défendu ce dossier, où en instance, il avait écopé de 5 années de prison ferme, 6 6
6 années fermes pour les autorités militaires, mais cet applaudissement va être refroidi tout à l'heure en cause d'appel. Avec une célérité extraordinaire, le dossier a été monté en cause d'appel pour être réexaminé. C'est là notre grande surprise où le droit a été dit, certainement, selon les magistrats, où pour les mêmes infractions, devant les mêmes textes, Monsieur le gouverneur va se retrouver avec 6 mois de sursis et les autres responsables militaires, 3 mois, ils étaient immédiatement sortis. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la composition de la chambre qui devait statuer en cour d'appel, nous étions surpris de voir dans la composition un des cousins de monsieur le gouverneur et le deuxième conseiller était celui-là qui avait appris le verdict et avait pleuré quand il a appris que monsieur le gouverneur était condamné. Donc, nous avons récusé les 2 conseillers, mais nous n'avons pas été écoutés. On ne nous a même pas permis de soutenir cette demande et nous n'avons pas trouvé opportun ni judicieux de soutenir ce procès par notre présence. Nous nous sommes retirés au prétoire à la cour et le président nous avait dit c'est votre liberté de vous retirer et c'est aussi notre liberté de juger. Et le verdict était celui que je venais tantôt de souligner. Donc, c'est pour vous dire que ce matin, j'ai cette fierté d'appartenir à cette grande famille qui, au quotidien, pose des actes au risque de sa vie. Mais faut-il arrêter? Nous allons continuer. Je vous remercie. Alors, merci Maître Jean Sirina. Nous voyons que cette affaire a connu bien des péripéties. Et ce que nous pouvons vous dire pour l'instant, c'est que la défense ne faiblira pas. L'affaire avait été portée devant la CIB. Vous aviez eu le soutien de la CIB. Ce soutien demeure. Et nous en reparlerons tout à l'heure pour voir les conditions dans lesquelles nous pourrions nous manifester encore pour que vos autorités comprennent que nous sommes derrière vous et que nous apprécions également le courage avec lequel vous traitez cette affaire. Merci. Alors maintenant, nous avons un fidèle parmi les fidèles de la CIB qui s'appelle Brahim Ebeti, notre cher ami mauritanien qui mène son combat en Mauritanie, a besoin de prendre la parole et nous avons le plaisir de la lui donner. Vous pouvez venir vous exprimer. Je vous remercie, mes chers amis, mes chers confrères. Avant de partager avec vous quelques cas d'expérience, je voudrais tout d'abord remercier le bâtonnier Eli El-Kaïm en disant à ses confrères que s'il s'est battu pour réussir ce congrès, et ce fut un grand succès, il s'est battu aussi lors de nos différents congrès pour obtenir à ce que Lausanne soit retenue comme lieu de ce congrès. Qu'il en soit félicité par ses confrères de Lausanne, mais aussi par toute la CIB pour ce travail gigantesque qu'il a fait. Écoutez, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions du bâtonnier du Gabon, mais aussi de notre consoeur du Cameroun et du barreau de Paris. Et j'ai voulu intervenir pour partager avec vous l'importance
de deux facteurs essentiels pour la défense de la défense. La mobilisation du barreau, la mobilisation de l'avocat, mais aussi la mobilisation et les concours étrangers de barreau. Vous savez, la Mauritanie a connu des situations très complexes. Par le passé, surtout son barreau a mené un grand combat. Ses avocats aussi ont mené un grand combat. Je voudrais tout d'abord parler du cas du barreau lui-même. Vous savez, en 2002, il y a eu un véritable coup d'État contre notre barreau, contre l'élection. Ce coup d'État qui a permis l'élection d'un bâtonnier, une partie du barreau a refusé de reconnaître ce bâtonnier, son conseil pendant 3 ans. C'était le boycott général de ce bâtonnier et de ce conseil. Et il y a eu bien sûr différentes missions, tant de la CIB que de l'Union des avocats arabes. Et c'est grâce à la CIB que cette crise a été résolue suite au Congrès du Québec. Grondin est là, où le bâtonnier Mario Stasi a saisi la francophonie pour lui demander d'intervenir auprès du président mauritanien pour que cette crise soit résolue. Et enfin, cette crise a été résolue par l'adoption d'une loi portant définition des paramètres de l'élection, de sorte que ceux qui veillent, ceux qui organisent l'élection soient des personnalités hors soupçon. Et ce fut le cas. Et plus grave, pendant cette période où la CIB s'est mobilisée à nos côtés pour nous soutenir, je me rappelle même que Mario Stasi, qui est connu, ancien bâtonnier de Paris, secrétaire général de la CIB, était pratiquement interdit pendant cette période de visa pour la Mauritanie. C'est pour vous dire combien l'implication des autorités mauritaniennes de telle sorte qu'elles ont refusé de délivrer visa à Mario Stasi. Et je me rappelle bien, lorsque il y a eu un nouveau bâtonnier, lorsque le bâtonnier contre lequel un coup d'État avait été organisé, qui avait été refusé, est devenu subitement ministre de la Justice, que Mario Stasi, lors d'un séminaire à Nouakchott en 2007, il avait dit « Enfin, nous voilà à Nouakchott ». C'est en fait pour annoncer cet embargo qui avait été organisé pendant cette période contre tous ceux de la CIB qui peuvent venir constater et suivre. Mais ce qui est important, et ce que je tiens à préciser ici, c'est que pendant cette période, il n'y a pas eu seulement le concours étranger, mais il y a eu le concours interne. C'est que pendant cette période, nous avons refusé, un grand groupe d'avocats mauritaniens a refusé pendant 3 ans d'obéir à ce bâtonnier, de telle sorte même qu'à la fin, ils ont fini par suspendre et interdire de fonction le bâtonnier contre lequel le coup d'État avait été organisé. Mais là, ce fut la mobilisation générale. Je voudrais aussi donner un autre exemple, où d'ailleurs j'en fais partie avec ma consoeur qui est là, Fatmata Mbaye, je l'appelle, tu peux venir s'il te plaît. Suite à un documentaire, Fatmata Mbaye, qui est une militante de première heure de notre barreau, qui est là, dans la salle, en 1998, suite à la publication par France 3 d'un documentaire sur l'esclavage. Sur l'esclavage, où Patrick Baudouin, président de la FIDH, avait été l'invité du plateau, eh bien, on arrête des militants des droits de l'homme que nous sommes. Elle et moi et 2 autres. On nous arrête parce qu'on nous dit que nous sommes les artisans de ce documentaire qui avait été publié par France 3 sur les pratiques d'esclavage en Mauritanie. On nous arrête et nous sommes dans les locaux de la police, on nous interroge sur l'interview de Patrick Baudouin sur le plateau de France 3. Écoutez, on leur dit, écoutez, nous n'avons rien à voir avec
une interview de Patrick Baudouin sur un plateau de télévision français. Eh bien, vous êtes là parce que vous discréditez la Mauritanie par les pratiques esclavagistes. Eh bien, nous sommes arrêtés et nous sommes déférés devant le procureur qui nous poursuit pour association illégale, association clandestine, association non autorisée. Eh bien, nous avons été condamnés à 13 mois d'emprisonnement ferme en janvier 1998. Mais ce qui est important, c'est qu'en appel, au mois de mars, la décision est confirmée. La décision est confirmée à 15 heures. Tenez-vous bien, c'est ce qui est important. Bon, on va en prison, nous sommes appelés à dormir pendant 13 mois. Une heure plus tard, l'un de nos visiteurs vient nous voir. Il dit, écoutez, je viens d'apprendre qu'un décret, un circuit pour signature à la présidence. Vous allez être amnistié dans les heures qui suivent. Mais comment? Nous sommes condamnés à 15 heures, nous rentrons à la prison, eh bien, et on nous dit qu'il y a un décret, un circuit. Mais on ne comprend rien. Écoutez, c'est une blague, hein? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là du 25 mars 1998? Il y avait une mobilisation générale de l'ensemble des organisations de droits de l'homme. Il y avait la CIB, il y avait la FIDH, il y avait Amnesty International, il y avait Agir Ensemble pour les droits de l'homme, mais aussi il y avait un bouillonnement à l'intérieur du pays pour la libération des militants des droits de l'homme. Eh bien, le régisseur de la prison nous appelle vers 16h, 16h15, nous dit, écoutez, je viens de recevoir le décret d'amnistie, mais il faut attendre 18h pour que les décrets soient publiés à la radio. Nous étions dans le salon du régisseur en attendant la diffusion du décret d'amnistie à la radio. Eh bien, à 18h, c'est la diffusion du décret. Lorsque nous sortons, qu'est-ce qu'on raconte devant? Nous rencontrons le procureur général de la Cour suprême qui nous accueille et le ministre de la Justice qui fait la ronde de la prison pour s'assurer de la bonne exécution du décret. Je me rappelle, les journalistes sont là, aux aguets, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une déclaration à chaud? Oui, nous avons une déclaration à chaud. Quelle est cette déclaration? Écoutez, nous avons honte pour la justice de notre pays. Nous sommes condamnés à 15 heures et amnistiés à 16 heures. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. C'est le président qui décide. Donc c'est pour vous dire, l'important dans tout cela pour moi et pour Fatimata, c'est qu'il nous faut une mobilisation interne de façon constante. Il faut que l'avocat soit là et qu'il croie à ce qu'il fait et qu'il croie surtout à sa mission, mais aussi qu'il ait des relations, des rapports et un support international extrêmement important. Je me rappelle aussi d'un autre fait. Nous étions au congrès de Bamako en 1998. C'était au mois de décembre. Au mois de décembre, je prends la parole dans l'Assemblée générale pour décrire la situation dans le pays. Un ami, à côté, il y a une pause. Il prend la parole, pardon. Il prend la parole lorsqu'il demande la parole, juste après moi, après avoir décrit tout cela, et il s'inscrit complètement en faux contre ce que j'ai dit. Mario Stasi, qui présidait la séance, se déplace et vient à mes côtés. Il me dit, maître, je vais te demander une faveur. Ne pas intervenir, s'il te plaît, parce que je ne veux pas que vos contradictions soient exhibées en public. Laisse-le, il a peur. J'en prends note. Je lui dis, écoute, comme c'est toi qui le demandes, j'accepte. Et pendant la pause, cet ami, qui est un ami, me prend de côté et me dit, écoute, maître, tu es en train de nous créer des problèmes. En prenant la parole et en décrivant la situation des droits de l'homme en Mauritanie, ça va nous créer beaucoup de problèmes. Je lui dis, écoute, je vais te dire deux choses. Un, j'ai besoin de soutien extérieur pour moi, pour mes confrères, pour mes amis,
Parce que si demain, j'ai des problèmes et que je n'ai pas décrit la situation, je ne peux pas appeler au secours. D'autre part, je n'ai pas besoin de forum. Je viens au forum pour ma sécurité et la sécurité de mes amis et de mes confrères. Bizarrement, un mois après, l'un des confrères est arrêté. L'un des confrères est arrêté. J'envoie un fax à Mario Stasi et il m'envoie pour lui demander une lettre rapide que je vais faire circuler pour la sécurité de cet avocat. Et il m'envoie la lettre le soir même que je publie comme des petits pains. Et ça a produit un fait extraordinaire. Donc c'est pour vous dire ce qui est important pour moi dans tout cela, c'est la constance, c'est la mobilisation interne, mais aussi la mobilisation internationale et d'avoir de bons rapports avec l'ensemble des barreaux. Je vous remercie. Merci Brian, merci. Nous vous remercions de cette intervention. Alors, j'appelle Richard Sédio, s'il veut bien venir nous parler d'un cas qui le préoccupe. Bien, chers amis, je vais être assez rapide parce qu'il semblerait que le temps soit compté, mais je vais quand même tenter de vous dire rapidement ce que j'ai à vous dire parce que ça me semble tout de même important. Je voulais commencer mon propos en rendant hommage, vous ne serez pas surpris, au courage de nos confrères africains, mais plus particulièrement à cet instant, au courage de nos consoeurs. Parce que j'observe que de plus en plus, de jeunes consoeurs avec un courage que je trouve absolument exemplaire se lèvent pour défendre les libertés dans des conditions qui sont parfois d'une extrême difficulté. Et le hasard a voulu que hier matin, alors que nous étions invités avec la présidente du Conseil national des barreaux à un petit déjeuner organisé très tôt par International Bridges to Justice, une association dont le stand est dans le hall et que je vous invite à aller rencontrer, j'ai fait la connaissance d'une jeune consoeur togolaise qui passe un temps considérable dans les prisons au Togo. Et j'en parle avec plaisir devant mon ami, monsieur le bâtonnier, qui est très attaché à ces questions, je le sais, et qui va visiter avec d'autres jeunes confrères les détenus pour envisager leurs conditions de détention, identifier les irrégularités processuelles, faire des demandes de mise en liberté avec des moyens qui sont extrêmement limités. L'association International Bridges to Justice a obtenu des financements qui, semble-t-il, malheureusement, aujourd'hui, sont en bout de course, si j'ose dire, et je souhaite sincèrement qu'une aide puisse leur être apportée parce que j'ai trouvé le courage et la détermination de cette jeune consoeur absolument éblouissant, et je peux vous dire que la présidente du CNB est repartie elle-même impressionnée par la qualité du travail qui avait été présenté. Je voulais dire un mot aussi de notre consoeur Sandrine, dont le nom de famille m'échappe. Je ne sais pas si elle est là et elle me pardonnera, que j'ai encore rencontré il y a peu de temps, qui, au Cameroun, assure la défense de ceux qui encourent la peine de mort, avec les difficultés que vous pouvez imaginer. Elle le fait dans les conditions matérielles extrêmement difficiles, et son courage et son talent aussi m'ont ébloui. Et puis, enfin, je ne pouvais évidemment pas terminer sans rendre hommage à Lydienne, bien sûr, mais Saskia l'a tellement bien fait que je n'insisterai pas, mais également à Fatimata Mbaye, parce que, à l'instant, Brahim n'a pas eu le temps d'en parler aussi, mais je voulais tout de même rappeler que Fatimata a été très largement menacée pour la raison qu'elle avait accepté de prendre la défense du jeune blogueur poursuivi pour blasphème dans les conditions que vous savez, parce que, issu de la caste des forgerons, il avait simplement regretté que certains en Mauritanie fassent du Coran une interprétation telle qu'elle pourrait justifier l'infériorité de la caste des forgerons. Et pour ces seuls propos, il avait été poursuivi pour blasphème. Il encourait la peine de mort. Je vais passer sur les vicissitudes de la procédure, ce serait trop long,
Mais Fatimata a assuré et assure encore sa défense malgré les menaces dont elle a été l'objet, elle et sa famille. Je crois que ces exemples sont la manifestation la plus remarquable du talent de nos consoeurs, que je voulais saluer et que vous aurez peut-être la gentillesse de bien vouloir applaudir dès maintenant. Je voulais rapidement rendre hommage parce que ce sont également des atteintes portées au droit de la défense et des atteintes portées à l'exercice de la défense par nos confrères, à ceux qui interviennent devant des juridictions spéciales ou militaires, qui sont de plus en plus souvent créées ou saisies à des fins purement politiques. Je pense bien sûr au bâtonnier Mamadou Traoré, poursuivi devant les juridictions militaires, et vous savez que la CIB, l'an passé, a adopté une résolution pour critiquer le recours de plus en plus fréquent aux juridictions militaires, notamment pour juger certains de nos confrères qui ont le malheur de déplaire au pouvoir. Je pense à nos confrères qui interviennent devant les juridictions criminelles spéciales. Et pour avoir eu l'honneur de plaider avec mon ami Richard Assamba devant la Cour criminelle spéciale au Cameroun, dont les agissements ont été dénoncés avec talent par le bâtonnier Jackson. Pour avoir plaidé avec mes amis Cédric Maguissé et Ange Nzegou devant le tribunal criminel spécial au Gabon, je peux vous dire qu'il faut un courage exceptionnel à nos confrères africains pour affronter l'intolérance et, je dirais parfois, la stupidité de ces juridictions qui sont à la solde du pouvoir et qui sont incapables de rendre des décisions parfaitement juridiques. Je voudrais rendre hommage aussi, parce que c'est notre rôle d'en parler, à ceux de nos confrères qui font face aux situations carcérales les plus endémiques et les plus problématiques. Et je souhaite que l'an prochain, nous puissions notamment parler de la situation au Tchad, parce que j'ai eu l'occasion d'aller au Tchad et d'évoquer longuement avec le bâtonnier, mais aussi avec les autorités tchadiennes et l'ambassade de France, la situation carcérale. Aujourd'hui, plus personne n'est capable de savoir qui est détenu au Tchad. Les registres ne sont pas tenus, les détenus meurent dans les prisons, plus personne ne connaît les raisons de la détention. Et l'Union européenne a décidé il y a quelque temps de financer largement un programme pour venir en aide aux autorités tchadiennes en matière de situation carcérale. Et alors l'Union européenne a eu cette idée merveilleuse, plutôt que d'aider le barreau à vider les prisons de ceux qui sont détenus en situation irrégulière, l'Union européenne a financé la construction de nouvelles prisons pour y enfermer des détenus qui sont évidemment dans une situation tout aussi irrégulière que ceux qu'on n'a pas sortis et qui sont toujours détenus dans les premières prisons. Voilà le type de situation aberrante devant laquelle nous nous trouvons et que nous devons, nous, avocats, dénoncer, parce que si nous ne le faisons pas, personne, vous le savez, ne le fera. Je voulais vous parler rapidement d'un projet qui tient beaucoup à cœur au Conseil national des barreaux et dont je suis très heureux parce qu'il est une très belle manifestation de ce que nous pouvons décidément toujours et de plus en plus travailler ensemble. Il y a quelque temps, le Conseil national des barreaux a vu son attention attirée sur la situation du Kasaï au Congo et notamment du barreau de Kananga. Son bâtonnier n'est pas là, mais ceux qui le connaissent savent à quel point il est talentueux et humain. Il y a eu des massacres dans cette région et le barreau se voit demander par les autorités d'assurer la défense des rebelles devant des juridictions militaires, et alors que les militaires qui ont pu commettre également des exactions, eux, ne sont pas toujours poursuivis. Et le barreau, avec beaucoup de courage, a accepté, et sans aucun moyen, a accepté de prendre en charge la défense de ceux qui, d'ores et déjà, sont jugés. Nous y sommes déjà allés 2 fois pour aider le barreau à organiser des formations. Nous allons y retourner. Et alors, je voulais dire que c'est un exemple remarquable de la solidarité, parce que le CNB travaille avec le barreau de Kananga, mais également avec le barreau de Mons, qui s'est jumelé avec le barreau, qui va également travailler avec le barreau des Hauts-de-Seine, dont le bâtonnier est là, et qui est également intéressé par cette situation.
J'avais suscité en y allant la création d'une union des jeunes avocats qui a été créée à Kananga et qui fonctionne remarquablement bien. Et cette UJA se jumelle avec l'UJA d'Aix-en-Provence qui va également participer, dont la présidente est là, et qui va également participer à la défense de ces prisonniers. Alors, je trouve ça remarquable, je voulais vous le dire, parce que créons des ponts, ne restons jamais dans notre coin. Vincent, tout à l'heure, Vincent Fiola a expliqué avec talent la situation de notre confrère, l'avocat Dasia Bibi. Là aussi, grâce à Vincent, nous créons des ponts. ASF France, SOS Chrétiens d'Orient, le Conseil national des barreaux, l'Observatoire international des avocats de la défense, la ville de Paris vont travailler main dans la main pour tout faire afin d'aider notre confrère. Partageons, c'est vraiment le meilleur moyen d'obtenir des résultats. Merci Richard. Alors, non, un mot enfin, excusez-moi, un mot enfin, et je vous assure que j'en aurai terminé. Je n'aurais pas dit tout ce que je voulais dire, mais sur l'Observatoire international des avocats en danger. Cet observatoire qui a été créé à l'initiative du CNB, du barreau de Paris, du barreau italien et du barreau espagnol, et dont sont membres un nombre de plus en plus important de barreaux. Je vous assure que nous faisons un travail qui est assez remarquable pour venir en aide à tous ceux de nos confrères qui sont menacés, embastillés, interdits d'exercer. Mais j'éprouve une réelle déception. C'est que, sauf erreur de ma part, et au jour où je vous parle, et malgré la pression amicale que j'exerce sur nos amis bâtonniers, seul parmi les barreaux africains, le barreau du Cameroun a adhéré à l'Observatoire. Nous avons besoin de vous. Si vous ne venez pas, cet observatoire n'a plus lieu d'être. Nous l'avons créé aussi parce que nous voulions en faire un espace de droit civil face à de grandes institutions plus orientées common law qui existaient déjà. Mais si le barreau africain n'adhère pas à l'observatoire, alors nous perdons une essence fondamentale de notre raison d'exister. Donc s'il vous plaît, adhérez. Toutes les informations sont en ligne sur le site du CNB. Je pense que vous avez besoin de nous et nous avons besoin de vous. Merci beaucoup. Merci Richard. Il est à présent temps de conclure, sous peine de devoir faire appel à un médiateur pour régler le conflit qui surgirait avec les organisateurs. Et donc, cette séance est merveilleuse par son émotion, elle est nécessaire par sa gravité. Nous aurions encore beaucoup de choses à partager ensemble. Nous devons conclure. Vous vous rendez bien compte que les défenseurs des droits de l'homme ont devant eux un travail considérable qui n'est pas prêt de s'arrêter. Comme l'a dit merveilleusement Lydienne tout à l'heure, rien n'est pire pour les défenseurs des droits de l'homme, rien n'est pire pour les victimes des violations des droits fondamentaux, des droits de la défense, de l'indépendance, que l'isolement, que le silence. Il faut parler, il faut crier notre soutien, il faut exister. Et pour exister par rapport à ces situations, il faut qu'elles soient dénoncées, il faut qu'elles nous soient dénoncées à la CIB. Donc je vous invite, les bâtonniers, les avocats, les défenseurs des droits de l'homme, à nous faire partager les situations qu'ils sont en train de vivre et contre lesquelles ils combattent, pour que la CIB serve de caisse de résonance, pour que la CIB agisse, pour que la CIB soit dans l'action, dans la défense des droits de l'homme et des droits fondamentaux. C'est le rôle de la CIB, c'est sa volonté. Merci pour votre attention.